Apoptose, un texte de Maëlia Germain. J'ai peur. Quoi de plus naturel que d'avoir peur, me direz-vous? C'est une nécessité d'appréhension propre à sa survie, tout simplement universelle et bénéfique. Sans peur, il n'y aurait aucune conscience du danger. Sans peur, il n'y aurait aucune connaissance de ses limites. Sans peur, rien. C'est elle qui conditionne notre intelligence. Elle façonne les raccourcis, les ponts, les remparts, sans quoi nous ne subsisterions tout bonnement pas. La peur définit le danger. Elle nous en tient à distance. En somme, elle se donne garante de notre survie. Elle est alors non seulement ce qui nous tient en vie, mais elle est vie. Flamboyante et fougueuse, frénétique et fiévreuse, elle bouillonne à l'unisson de la jouissance pour être éprouvée de plus belle. Et en nous donnant la perspective de la perdre, elle l'endure pour en sublimer chaque rayon, chaque facette de l'immense spectre de ses possibilités. Et pourtant, la peur qui m'escorte, moi, au détriment des aspects bénéfiques qui à eux seuls donnent raison à son existence, elle est un monstre. Une puissance détachée et autonome en une forteresse opaque. Une couche épaisse de bile qui palpite tout autour de moi. Elle avilit le cœur et l'esprit, tandis que le corps, lui, fragile matière, se tend et se tord pour lutter contre le désordre intérieur. Le réel est fait de mouvements. Ma peur pétrifie les chairs, tétanise les muscles et, faute de capacité d'agir, l'esprit plante. Certains d'entre vous se plairaient à ce détachement, se comblant dans une malinconie, un spleen satisfaisant par son introspection dans des temps plus favorables que le corps a connus. Mais la peur qui m'accompagne est cette troisième personne, celle qu'on appelle le sort, la fatalité, celle que le Kidam rend responsable de quelque fait qu'il puisse subir, sans en comprendre ou en admettre la cause. Elle affecte la mémoire du passé, l'expérience du présent et la projection du futur. Et si à ce stade, vous vous demandez encore comment une abstraction hormonale peut se voir attribuer la souveraineté ici décrite, c'est qu'en prisonnière, je ne peux qu'en délivrer une esquisse empirique. L'état de ma faible carcasse, ne se tenant debout qu'au bon vouloir du mucus toujours plus dense, n'est concevable que pour les êtres que la chose maligne malmène au même diapason. C'est qu'en victime du monstre, non content de se voir diminuer physiquement et psychiquement, on voit son discernement également affecté. La réfraction du dehors n'est perceptible qu'au gré de son état. Tantôt fluidifié, tantôt congloméré, la peur filtre les informations, me laissant, quelle aubaine, le soin d'interpréter les formes et les échos confus qui me parviennent. Comment ne pas douter de tout en regard de cet état de choses? Le filtre par lequel les rayons de la vie creusent le vil cuirassé altère systématiquement leur projection. Tout ceci dans une inconstance telle que même l'expérience ne permettrait pas d'en rectifier l'interprétation. Le corps est meurtri, l'esprit est corrompu. Que reste-t-il pour lui survivre? Dépasser les barrières, plonger ses mains dans l'épais mucus froid et tenter de s'en extirper? Encore faudrait-il transpercer la farouche mucosité qui se contorsionne de plus belle pour colmater la moindre brèche.
Alors au moins s'approprier les effets de la dictatrice, reconnaître les diverses impressions pour les contester tout en redressant les fondations d'un moi digne. Parce que le problème, est-ce davantage la souffrance engendrée par la peur ou l'empreinte erronée qu'elle laisse de moi au milieu de mes semblables? Qui suis-je pour vous, en somme, puisque mon image ne correspond qu'à un libre arbitre écartelé entre contrainte émotionnelle et objectivité altérée? Et que suis-je sans la reconnaissance de mes pairs? Une solution serait la résilience. Si je ne peux pas la maîtriser, l'accepter et m'en accommoder reste la seule option. Telle qu'est promue la vie idéale aujourd'hui, par ailleurs, naturelle, acceptation et reconnaissance, quand bien même une universalité de ces valeurs serait concevable, elle reste inutile si à grande échelle elles ne sont pas appliquées systématiquement. Le tout ou rien, sans nuance. Je sais que cette vision du monde est archaïque, le bien ou le mal, quand le monde est un dégradé discontinu de grisaille. Mais comment identifier la nuance d'une forme quand sa perception est floue? Comment différencier la ruse de l'altruisme, la charité de la manipulation? On ne peut alors que fonctionner par association et déduction, tout en priant pour que cette dernière soit conforme à la réalité. C'est ainsi que ma maigre estime personnelle, affamée par la peur de ne pas être assez, tente d'entretenir des relations, d'être acceptée et, pourquoi pas, s'il nous est permis de rêver, d'être appréciée. Qui est-ce que j'essaie de leurrer? Cette dernière phrase me résonne dans la tête. Dans une fausse modestie, elle dévoile un être méprisable. Et puis, être apprécié est présenté comme un dénouement hypothétique, certes profondément désiré, mais seulement une éventualité, alors qu'en réalité, je ne peux même pas concevoir qu'on ne m'apprécie pas. Vous aurez compris, je l'espère, qu'il ne s'agit pas d'un ego così sviluppato, que son appréciation est certaine, mais plutôt que cet ego est così nullo, que l'estime extérieure lui est indispensable. Il n'est pour moi pas une seule raison de me maintenir dans ce monde qui soit autre que dans la finalité d'être reconnu. Recevoir la reconnaissance de ce que je tente de nommer mes pairs. Cet incapable, futile et méprisable moi, comment pourrait-il être mis sur le même plan hiérarchique que les êtres que je tente de côtoyer? Quel sens a-t-il, ce moi, sans personne pour l'estimer? Et si, par une série de circonstances, ma peur m'isole suffisamment, qu'est-ce que j'ai peur de ne plus être considérée, que le peu d'individus qui m'estiment viennent à disparaître ou à changer d'avis. Tiens, il y a cet oncle un peu bourru qui est parti en novembre dernier. Oh, il n'était pas de ceux avec qui j'ai pu être la plus fusionnelle, ni même d'une quelconque proximité notoire d'ailleurs. Il se plaisait à chaque fois qu'on se croisait à critiquer d'un pince sans rire les convictions de mon père, gilet jaune assumé, quand lui, dirigeant la sécurité du centre bourse de Marseille, la voyait mise à mal chaque samedi. Il se moquait également de la largeur des livres que je baladais ostensiblement, sans même certaines fois que je prenne la peine de les ouvrir. Il me surnommait, de la pire façon par laquelle on peut être désigné dans mon sud, la Parisienne, se foutant de la gravité de cette appellation quand le soleil de chez moi me manquait tant. Mais quand je participais à ces manifestations, affublé d'un maquillage de guerre ou de pancartes ostentatoires, il n'hésitait pas à pousser les CRS pour me saluer et me mettre à l'abri. Lorsqu'il me croisait au centre bourse, il me présentait à tous ceux qu'il croisait.
C'est ma nièce. Elle dessine. Et puis il grognait. Si quelqu'un t'emmerde, je lui casse la tête. Mais surtout, tout bourru qu'il était, de sa voix rauque et grave, il avait dit à ses filles qu'elles devaient prendre exemple sur moi du haut de mes 6 ans. Mayo, qu'il disait. Mayo travaille bien à l'école. Mayo, elle est gentille, elle écoute. Moi, je suis fière de Mayo. Et puis, il est parti. Il est parti le 29 novembre 2021, exactement. Enfin, pour moi, il est parti 3 semaines plus tôt. Quand, à l'hôpital, il n'avait pas semblé me reconnaître. Il regardait en l'air quand je tentais de le faire se remémorer ces moments, ces boutades. Mais il m'a ouvert les bras une dernière fois, comme si le cancer qui le rongeait avait laissé, malgré l'altération de ses facultés neurologiques, la capacité de reconnaître en moi un affect. C'était la dernière fois. Ensuite, ses yeux bien couverts avaient perdu définitivement ce scintillement. Il n'était plus qu'un corps vide, dont on attendait le sommeil sans réveil. Et, honteusement, j'ose vous dire que ce n'était pas cette deuxième mort que je redoutais. Amar n'était déjà plus. Sa fierté à mon égard a construit une partie de moi qui s'est éteinte à son départ. Sa disparition est tragique. Mais ma peur infecte intériorise ses séquelles au même degré que celles causées par une rupture, disons moins matérielle. Quelqu'un qui choisira de m'accorder une estime moindre que précédemment, ou que ceux qui correspondent à la même situation relationnelle, m'amputera d'un peu de cet ego, en donnant à ma peur un peu plus de mon être pour se sustenter. Je crève donc, littéralement, de peur de ne plus être aimée, comme de ne pas l'être du tout. D'ailleurs, je ferai tout pour l'éviter. Et si j'agissais dans l'intérêt qu'on m'apprécie, que penser de la pureté de mes intentions? Est-ce même moral? Ma peur me pousse à redouter l'hypocrisie de mes proches, à préjuger des faux semblants de ceux dont je convoite tant la sympathie. Mais ne suis-je pas bien pire en admettant que mes actions soient systématiquement intéressées? Et si votre estime de moi est une condition de mon bonheur, peut-elle être considérée comme sincère? Je me livre à vous dans ce que mon essence a de plus sombre. Vous vous imaginez bien que j'ai tout intérêt à ce que mon interlocuteur ne sache pas que je suis à ses pieds, implorant ne serait-ce qu'une once de sympathie à mon égard. Et quand bien même votre générosité d'esprit vous dit que dans ce cas vous ne vous conduirez pas mal face à quelqu'un qui vous dit de but en blanc qu'il serait prêt à tout pour vous plaire, vous fuirez. Est-ce une convention sociale ou une approbation du « suis-moi, je te fuis » ? Quoi qu'il en soit, se montrer ainsi gentille, dans l'espoir qu'on le soit en retour, inspire une mauvaise foi que je regretterai tout autant que vous le feriez avec moi. C'est normal. Rien ne garantit que, sous prétexte de trouver la bénédiction d'un autre, cette personne ne vous fasse du mal. N'ayez crainte, je ne le ferai pas. Mon oncle est mort, et je place cet interlocuteur inconnu que vous représentez au même niveau que la bénédiction qu'il pouvait m'accorder. Jamais je ne ferai de mal. Toute démunie êtes-vous. J'espère quand même, en songeant à ces mots, que vous m'appréciez. Et c'est là que mon supérieur sourit à une tournure de phrase que j'ai ridiculement débitée, dans le souci qu'il ne craigne pas autant que moi de devoir faire la conversation. C'est là qu'un professeur apprécie verbalement une de mes références, que, dans le souci qu'il me remarque, j'ai longuement mûri et tourné 7 fois dans ma bouche avant d'oser prendre la parole. C'est là
qu'une connaissance me dit que je lui manque, quand bien même notre relation n'a jamais eu d'incidence quelconque sur son parcours de vie. C'est là qu'un inconnu me suggère de regarder par la fenêtre du train quand le coucher de soleil se mêle au merveilleux. Une main posée sur mon épaule, un regard sympathique en coin, le moindre lien, quel plaisir! Comme un courant électrique qui parcourt instantanément tous les membres, actionne involontairement les articulations des extrémités, comme un trop-plein d'énergie qui doit sortir. Une euphorie qui ne tient à rien, se disperse vite, mais qui nourrit cette flamme intérieure dont la chaleur vient liquéfier la peur isolante. Cette liberté, je jouis, je vis, je suis belle, forte, inarrêtable, sans rempart puisqu'en symbiose avec tout, en amour avec vous puisque le fabuleux est partout, le soleil sans pareil, éblouissant de ses étincelles et ébloui lui-même par ses propres merveilles. Et puis, la flamme faiblit, la peur se redensifie. Ne vacille pas. Je souffle sur le brasier en espérant voir reprendre le foyer. Tu peux y arriver. Tu es forte, tu disais. Tu es libre. Je souffle encore et encore. Tu n'as pas le droit de vaciller. Quelle image vas-tu donner de toi? Je m'essouffle. Ressaisis-toi, ça va revenir. Respire lentement, ça va aller. Fais le vide, ça va passer. J'expire mes dernières forces. Il faut que ça passe. Il faut que ça passe. Il faut que ça passe. Je suffoque. Tu n'en vaux pas la peine. Regarde-toi dans un miroir. Tu n'es bonne qu'à mentir. Tu mens encore et encore pour plaire. Tu mens encore et toujours pour subsister. Tu mens sans t'arrêter. Tu devrais avoir honte. Regarde tous ces gens qui t'ont fait confiance. Regarde tout ce qu'ils ont projeté en toi, toute l'énergie qu'ils ont investie en te faisant confiance. Tous ces gens auraient été bien plus heureux s'ils ne t'avaient jamais connu. Tu n'es capable de faire que du mal. La peur est de nouveau maîtresse des lieux. Quand la colère se dissipe par manque d'énergie, vient alors la résilience. Tout ça n'est qu'une illusion, au fond. Rien n'a d'importance. Je suis capable d'y mettre fin une bonne fois pour toutes. Un pas en trop, lorsque le métro arrive, un déséquilibre sur le balcon. C'est l'étape du funambule. Rien n'a suffisamment de poids pour faire basculer le corps et l'esprit, sidérés et impuissants, que la peur restaurée englue sur le fil du rasoir. Rien n'a de sens. J'observe ce qui m'entoure dans leur show quotidien, prestidigitateurs de leurs propres émotions, se complaisant dans l'hypocrisie fantasmagorique. Il m'arrive, dans le cas où la peur me déleste un peu, de feindre. On dit qu'en souriant suffisamment, la joie revient. Ce qui ne fait que renforcer davantage cette devise. Rien n'a de sens. Ce sens, on le construit, en même titre que les œillères qui nous permettent d'oublier cette réalité de fait. Mais en le construisant, il n'existera pas pour autant. Cela restera une réalité subjective, ponctuelle, et en cela nécessairement, en un sens, fausse.
Et pourtant, j'aimerais entrer dans ce sens, placer ses œillères à votre façon. Mais la conscience de sa précarité sera toujours là en fond pour me rappeler la matérialité chancelante des émotions. C'est ainsi. C'est comme une pression immense sur les épaules, constante, dévastatrice, exténuante. Quand vous vous contentez de vivre en simple mortel, vous vous contentez d'apprécier les futilités des petits bonheurs de la vie. Moi, je souffre. Je songe constamment à votre bonheur, à votre aise en toutes circonstances. Moi, je m'épuise en réflexions inutiles sur une tournure de phrase qui vous donnera le sourire, mais que vous vous empresserez d'oublier après. Moi, je me ruine en gambergeant et en spéculant sur la moindre expression que vous aurez utilisée dans une légèreté et insouciante boutade. Moi, je me morfonds quand vous feignez de ne pas me remarquer pour éviter de montrer que vous avez encore oublié comment je m'appelle. Moi, je saigne pour que ces petits désagréments arrêtent de me mettre en miettes. Délocaliser la douleur. Et si le trop-plein de tristesse fonctionnait comme le trop-plein de joie, en ouvrant ma chair, je devrais parvenir à en extraire un peu, juste assez pour me soulager, juste assez pour feindre à nouveau, juste assez pour que ma peur lâche un peu l'étreinte. C'est pas vous le problème, c'est moi. Et cette peur insatiable qu'on ne me considère pas, cette peur qu'on m'oublie, que mon existence soit secondaire, que mon absence soit négligeable. Cette peur qu'on m'abandonne, que l'on m'abandonne à moi-même, que l'on me laisse seule, en proie à cette bile corrosive, qu'elle grossisse et m'étouffe, me bouffe littéralement. J'ai peur. Sauvez-moi.